Pensez-vous que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est écrite sont écrits dans des livres poussiéreux et figés dans des chroniques en noir et blanc? Êtes-vous sûr de tout savoir sur les grandes batailles et les stratégies géniales et les erreurs fatales? On vous a raconté pendant des siècles une version commode, une version où chaque victoire a un héros et chaque tragédie une explication simple. Mais que diriez-vous si nous vous disions que la véritable histoire ne pourrit pas dans les archives, elle attend? Gelée enterrée sous des centaines de mètres de glace ou enfouie dans des sables silencieux, elle renferme des secrets capables de bouleverser tout ce que vous saviez. Ce ne sont pas seulement des débris d'avions, ce sont des capsules temporelles, ce sont des preuves des scènes de crime où le criminel est le temps lui-même et la victime est la vérité. Aujourd'hui, nous ne répéterons pas des faits appris par cœur. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et une inscription seront la meilleure reconnaissance. Merci, nous allons percer les tombeaux de glace et de sable et établir le classement définitif des découvertes qui ont fait taire les historiens et ont fait revoir, nerveusement, les documents secrets par les militaires. Préparez-vous, nous commençons le compte à rebours qui prouvera que le passé n'est pas mort. Allez, s'il est juste gelé. Commençons notre parcours non pas avec le fracas de l'acier, mais avec une histoire silencieuse presque fantomatique qui a attendu son dénouement sous l'eau pendant des décennies. Au 10e rang, une découverte dont la valeur n'est pas mesurée par des secrets technologiques, mais par des destins humains. 15 novembre 1943. Le ciel au-dessus de la Nouvelle-Guinée est déchiré par des obus antiaériens. 13 bombardiers de rang australien Beaufort partent pour une mission risquée, attaquer des navires japonais dans le port de Rabaul. L'un d'eux, immatriculé à un 9-217, est piloté par le sergent Jack Woodgate. La mission est accomplie avec succès, mais l'avion de Woodgate ne revient pas à la base. Il disparaît. Il se dissout simplement dans le ciel tropical, devenant une autre victime sans nom de la guerre dans le Pacifique. Les familles reçoivent des lettres de décès avec la formule standard « portée disparue ». Et c'est là que l'histoire aurait pu se terminer, mais elle a simplement fait une pause de 60 ans. En mars 2001, un passionné australien, Rod Pierce, un homme obsédé par la recherche d'avions disparus, tombe sur le témoignage des habitants de l'île de Karkar. Il se souvenait d'un jour où un oiseau de feu était tombé du ciel. Les recherches mènent à une découverte qui donne des frissons. À une profondeur de 20 mètres sur un fond de sable parfaitement blanc repose le Beaufort de Woodgate, presque intact comme s'il avait atterri ici hier. À l'intérieur se trouvent les restes de l'équipage de 4 personnes. Les plaques d'identité, les dossiers dentaires, tout concorde. Ce sont eux. 72 ans plus tard, jour pour jour, le 15 novembre 2015, durant 2015, les restes de l'équipage ont été enterrés avec tous les honneurs militaires. Cette histoire occupe la 10e place car elle est l'épigraphe parfaite de notre enquête. Elle prouve que rien ne disparaît sans laisser de traces. Chaque vie perdue, chaque avion disparu laisse une cicatrice qui tôt ou tard sera retrouvée. Cette histoire parle du devoir de mémoire et du fait que même après 7 décennies, la guerre ne se termine pas tant que le dernier soldat n'est pas rentré chez lui. Du 9e rang, nous passons des profondeurs du Pacifique au champ européen et de la simple recherche à un véritable détective historique. Cette histoire ressemble à la précédente, mais avec une différence importante. Ici, la clé de l'enquête est une simple carte en papier ayant survécu au feu et au temps. Mars 1045. La guerre en Europe touche à sa fin, mais l'agonie du Troisième Reich reste mortelle. Le bombardier britannique Lancaster RA-508, avec un équipage de 7 personnes sous le commandement de l'officier Frank Baker, décolle pour bombarder Dortmund. Ils ne rentrent pas chez eux inscrits sur la liste des disparus au-dessus de la mer du Nord. Procédure standard, affaire classée. Mais des décennies plus tard, l'historien amateur allemand Friedhelm Brach, en explorant le site du crash d'un autre avion près de Düsseldorf, trouve des cartes de vol britanniques brûlées mais partiellement lisibles. L'itinéraire mène d'Angleterre à Dortmund. La date correspond au dernier vol du R-508. Brach transmet la découverte au chercheur Manfred Fischer qui commence un travail minutieux. Il interroge les anciens du coin. Et ils se souviennent. Ils se rappellent avoir vu ce jour-là dans le ciel un avion quadrimoteur en feu spiralé vers le sol. La description correspond parfaitement au Lancaster. Fischer croise les cartes, les témoignages et les archives et détermine l'emplacement exact du crash. Un champ dans un quartier tranquille de la ville de Ratingen. Mais le plus incroyable, c'est que sur l'une des cartes, des annotations faites au crayon sont restées. L'écriture du navigateur. L'expertise confirme presque avec certitude.
C'est la main du sergent Herbert Harding, le navigateur de ce même Lancaster disparu. Un fantôme en papier du passé a désigné sa propre tombe. Aujourd'hui, sur le site du crash se trouve une zone industrielle. Mais pour les familles des 7 pilotes, cet endroit est devenu le point où l'incertitude s'est interrompue. Cette histoire se classe au 9e rang, car elle montre comment une découverte fortuite, un morceau de papier, peut redéfinir des champs de bataille et plonger dans un lieu où le véritable ennemi n'est pas l'homme, mais la nature elle-même. En 2012, un pétrolier polonais explorant la partie égyptienne du Sahara, à 300 km du plus proche village, aperçoit à l'horizon une silhouette étrange. En s'approchant, il n'en croit pas ses yeux. Au milieu de cette mer de sable infini se dresse un chasseur de la Seconde Guerre mondiale, un Curtiss P-40 Kitty Hawk, et il est en parfait état comme si le pilote l'avait laissé ici il y a 5 minutes. Les instruments dans le cockpit sont intacts, les mitrailleuses sont à leur place même, la toile du parachute jetée sur le pare-brise du cockpit a à peine souffert sous le soleil implacable. C'était une capsule temporelle parfaite. L'enquête a révélé que l'avion appartenait à un sergent britannique de 24 ans, Dennis Copping. En juin 1942, il pilotait le chasseur vers une base de réparation mais a dévié de son cap et a effectué un atterrissage d'urgence. Un atterrissage parfait. Le train d'atterrissage était rentré. La cellule avait presque subi aucun dommage. Copping a survécu. Il a jeté le parachute sur le cockpit pour créer de l'ombre. Il a sorti la radio et a essayé de la faire fonctionner mais sans succès. Puis il est parti à pied dans le vide. Ses restes n'ont jamais été retrouvés. Il s'est simplement dissous dans le désert, devenant son prisonnier éternel. Cette découverte a reçu le surnom de tombeau aérien de Toutankhamon. Mais pourquoi est-elle au 8e rang ? Parce qu'ici commencent les étrangetés. Le numéro de série de l'avion ET-564 indiquait qu'il avait été précédemment piloté par le célèbre as canadien James Stockow Edwards. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que cette histoire n'est pas seulement la tragédie d'un pilote. C'est une énigme de survie et de désespoir. Pourquoi est-il allé vers le sud, au cœur du désert, plutôt que vers le nord, vers la côte ? Pourquoi ces services de secours n'ont-ils jamais pu le retrouver, bien qu'ils aient été informés de sa disparition ? Et la question la plus importante que de nombreux chercheurs se posent, était-il seul ? Certains débris sur le site du crash suggèrent que l'avion aurait pu transporter d'autres objets qui ne faisaient pas partie de l'équipement standard du pilote. Malheureusement, après la découverte, l'avion est devenu la proie des pilleurs et de nombreuses preuves ont été perdues à jamais. Ce Kitty Hawk est un monument non seulement au courage mais aussi au mystère que les sables du Sahara pourraient ne jamais révéler complètement. Au 7e rang, nous n'avons pas une histoire spécifique, mais plutôt un phénomène. Cette histoire concerne l'avion le plus massif et universel de la Luftwaffe, le Junkers Ju-98. On l'appelait « la fille à tout faire ». Il était à la fois bombardier chasseur nocturne et reconnaissance. Plus de 15 000 unités ont été construites. C'est pourquoi leurs débris continuent d'émerger dans les endroits les plus inattendus, racontant à chaque fois un nouveau chapitre unique de la guerre. Ce n'est pas une grande énigme, mais une mosaïque de centaines de petites. Par exemple, lors d'une nuit d'avril 1941, un chasseur nocturne britannique abat un Junkers au-dessus des marais de la côte anglaise. L'avion explose et disparaît dans les profondeurs à 5 mètres, considérées comme irrémédiablement perdues. Mais des décennies plus tard, des passionnés retrouvent cet endroit et commencent des fouilles écroulées remontant à la surface des moteurs et des fragments de fuselage qui deviennent des expositions dans le musée local. Un autre cas. En 2012, des plongeurs à l'embouchure de la Tamise découvrent les débris d'un autre G88. Mais près du moteur, ils découvrent les restes d'une caméra de reconnaissance grand format. Il s'avère que ce n'était pas un bombardier ordinaire, mais une rare version de haute altitude dont l'existence n'était connue que par des documents. Cette découverte a comblé une lacune dans l'histoire de la reconnaissance aérienne allemande. Dans les années 1950, sur une île norvégienne reculée, Jan Mayen, dans les latitudes polaires, on trouve presque un Junkers entier, qui a effectué un atterrissage d'urgence et a été abandonné par son équipage. Il a reposé dans le désert glacé pendant des décennies, conservé presque parfaitement. Pourquoi est-il ici ? Que faisait-il si loin au nord ? Chassait-il des convois ? Réalisait-il des missions météorologiques ? Chaque Junkers trouvé n'est pas simplement un morceau de métal. C'est une preuve qui permet de préciser les cartes des opérations de combat, de comprendre la tactique de l'ennemi et de toucher à la routine de la guerre qui consistait en des milliers de tels vols. C'est l'essence de l'archéologie militaire. Ce n'est pas une chasse au trésor unique, mais un travail minutieux de collecte de fragments disparates à partir desquels, comme d'un puzzle, se forme le véritable tableau non glorieux de la guerre.
Nous montons à la 6e place et ici nous passons de découvertes fortuites à une chasse ciblée. Cette histoire ne parle pas de ce qui a été perdu, mais de ce qui a été volé. Et ce sont les secrets les mieux gardés du Troisième Reich. Voici l'opération Lusty la Lubrique. Derrière ce nom léger se cachait l'une des opérations de renseignement les plus audacieuses et importantes de l'US Air Force. L'objectif était de capturer et de ramener en Amérique les toutes dernières technologies allemandes en matière de jets et de missiles avant que les soviétiques ne les atteignent. L'opération était dirigée par le colonel Harold Watson et son équipe était surnommée les Sorciers de Watson. À mesure que les troupes alliées avançaient en Allemagne, les sorciers suivaient de près, s'introduisant dans des aérodromes, des centres de recherche et des usines. Leur objectif principal était le Messerschmitt Me-262, le premier chasseur à réaction en série au monde. C'était une arme qui aurait pu changer le cours de la guerre si elle était arrivée plus tôt. Les sorciers agissaient dans le chaos des derniers jours de la guerre. Ils devaient désamorcer des avions que les Allemands laissaient remonter avec des surprises dans les cockpits négociés avec des pilotes d'essai allemands, pour qu'ils montrent comment piloter cette technologie futuriste et organiser la logistique complexe pour transporter les trophées en France pour un envoi vers l'océan. C'était une course contre la montre. Finalement, l'opération a été couronnée d'un succès retentissant. Aux États-Unis, non seulement des dizaines de Me-262 ont été transportés, mais aussi des bombardiers à réaction Arado AR-234, des chasseurs à réaction Me-163 Comet et même d'énormes hélicoptères. Ces trophées ont constitué la base de l'aviation à réaction américaine et du programme de missiles. Pratiquement chaque avion américain engagé en Corée et au Vietnam portait une part de l'ADN volé par les sorciers à leur père. Cette histoire occupe la 6e place parce qu'elle montre que les découvertes les plus importantes n'attendent pas toujours sous terre. Parfois, il faut les prendre de force, risquant sa vie, car ce ne sont pas seulement des artefacts, ce sont des clés pour l'avenir. L'opération Lusty est un exemple idéal de la façon dont la guerre des technologies se poursuit même après que les canons se sont tus. Au 5e rang, l'histoire de la façon dont une seule erreur, une découverte fortuite, un avion abattu, a changé le cours de la guerre dans les airs. C'est une histoire qui prouve qu'il n'y a pas de petites choses en guerre. Juin 1942. Les Japonais attaquent les îles Aléoutiennes au large des côtes de l'Alaska. Un pilote de 19 ans, Tadayoshi Koga, participe à l'attaque sur son chasseur Mitsubishi ACM-0. Le Zéro est une légende. Il était plus rapide, plus maniable et volait plus loin que n'importe quel chasseur américain de l'époque. Pour les pilotes américains, le rencontrer dans le ciel signifiait souvent une mort certaine. Pendant le combat, l'avion de Koga subit des dommages au conduit d'huile. Il comprend qu'il ne pourra pas atteindre le porte-avions et décide d'effectuer un atterrissage d'urgence sur une petite île Akutan. Il aperçoit une prairie verte et déploie son train d'atterrissage. C'était une erreur fatale. La prairie s'est révélée être un marécage. Le train d'atterrissage s'est enfoncé dans la boue et l'avion s'est immédiatement retourné, tuant Koga sur le coup en se brisant le cou. Pendant plus d'un mois, son Zéro est resté dans le marais invisible et oublié. Puis le 10 juillet, il est accidentellement repéré par un avion de patrouille américain. Le commandement réalise immédiatement quel jackpot il a obtenu. L'équipe de sauvetage extrait l'avion qui est presque intact. Il est secrètement transporté à San Diego réparé et soumis à des essais. Pour la première fois, les Américains ont entre les mains un chasseur ennemi totalement opérationnel, le meilleur au monde. Les pilotes d'essai le démontent jusqu'à la dernière masse. Et il découvre ses points faibles. Il s'avère qu'à grande vitesse, le Zéro perdait de sa maniabilité, son inclinaison droite était plus lente que la gauche et son moteur calait sous des charges négatives. Armés de ces connaissances, les pilotes américains développent une nouvelle tactique. La célèbre combinaison Tachi et d'autres manœuvres était basée sur l'exploitation de ses défauts. Les chasseurs américains ont cessé d'engager le Zéro dans des combats manœuvrés. Ils attaquaient en piqué et utilisaient la tactique du frapper et fuir. La domination du Zéro dans le ciel s'est terminée et le Zéro d'Akutan occupe la 5e place car c'est peut-être le trophée le plus important de toute la guerre. Cette découverte fortuite a sauvé la vie de milliers de pilotes américains et sans exagération a aidé à inverser le cours de la guerre dans le Pacifique. Tout cela à cause d'un pilote qui a pris un marécage pour une prairie verte. Nous entrons dans le top 4 et ici commence le territoire des véritables légendes. C'est une histoire non seulement d'un avion mais d'un fantôme du désert. Une histoire de survie, de désespoir et de mystère qui suscite encore des débats. Le 4 avril 1943, le bombardier B-24, un Liberator nommé Lady Be Good, part pour sa première et dernière mission de combat.
le bombardement de Naples. Sur le chemin du retour de nuit par mauvais temps, l'équipage de 9 personnes perd son orientation. L'équipement de navigation tombe en panne. Ils survolent leur base en Libye et s'enfoncent de centaines de kilomètres dans le Sahara pensant qu'ils volent toujours au-dessus de la mer Méditerranée. Lorsque le carburant s'épuise, le commandant donne l'ordre de sauter. L'équipage quitte l'avion. Et le Liberator, vide, piloté par un pilote automatique, continue son vol fantomatique encore 26 km avant d'effectuer un atterrissage presque parfait sur le ventre dans le désert. L'équipage se retrouve au milieu de l'enfer. 9 personnes avec une seule gourde d'eau pour tous. Mais ils ne se rendent pas. Ils croient être près de la côte et se dirigent vers le nord. Ils marchent pendant 8 jours. 8 jours sous le soleil brûlant sans nourriture et presque sans eau. Un des membres de l'équipage, le lieutenant Robert Tonner, tient un journal. Ses écrits sont une chronique glaçante de la mort lente. Nous continuons pas d'eau. Si seulement quelqu'un pouvait nous trouver. Ils ont parcouru plus de 140 km avant de tomber un par un. 5 d'entre eux ont été retrouvés ensemble, 3 autres plus loin sur le chemin. Le corps du dernier, le plus résistant, a été trouvé à 40 km des autres. Il était presque arrivé. L'avion n'a été retrouvé qu'en 1958, 15 ans plus tard. Des géologues qui faisaient des explorations. Il était dans un état remarquable. Les mitrailleuses fonctionnaient. La radio s'allumait. Dans le thermos d'un des pilotes, il y avait encore du café. Lady Bigood est devenue une légende. Mais pourquoi est-elle si haut dans notre classement? Parce qu'elle est liée à l'une des séries de coïncidences les plus sensantes et ainsi sont les plus étranges que certains appellent une malédiction. Les pièces de l'avion qui ont été retirées et montées sur d'autres machines apportaient malheur. L'avion qui a reçu le train d'atterrissage de Lady a eu un accident. Un autre, avec son moteur, est tombé à la mer. Un troisième, avec son récepteur radio, s'est écrasé. Était-ce simplement une série de tragédies accidentelles, ou le fantôme du désert? Se vengeait-il pour son équipage perdu? Lady Bigood n'est pas seulement une histoire de guerre. C'est un roman gothique écrit dans le sable, une histoire sur la force de l'esprit humain et sur des mystères qu'il vaut mieux ne pas déranger. Troisième rang, une histoire qui dépasse la Seconde Guerre mondiale. C'est une découverte qui fait partie de la plus grande énigme du XXe siècle, une partie de la légende du Triangle des Bermudes. 5 décembre 1945. La guerre est déjà terminée, mais le ciel reste dangereux. 5 torpilleurs, Avenger, formant l'escadrille Flight 9, décollent d'une base en Floride pour un vol d'entraînement ordinaire. Ils ne reviennent jamais. Ni débris, ni corps, ni taches d'huile. 5 avions et 14 personnes disparaissent simplement. Une vaste opération de recherche et de sauvetage commence. Des dizaines d'avions sont envoyés dans les airs. Parmi eux 2 gros hydravions Martin PBM Mariner. Ce sont des machines fiables mais avec un danger particulier. En raison de leur tendance à fuir, on les surnommait réservoirs volants. L'un de ces marineurs, immatriculé 525 et avec un équipage de 13 personnes, se dirige vers le carré de disparition présumé du vol 19. À 19h50, il transmet un message radio standard. C'est la dernière fois qu'on entend parler de lui. Il disparaît aussi. Mais cette nuit-là, l'équipage du pétrolier SS Gaines Mills, qui se trouvait dans la région, voit dans le ciel une gigantesque boule de feu, une explosion puis une colonne de flammes tombant dans l'océan. Très probablement, une fuite de vapeur d'essence à bord du Mariner et une étincelle accidentelle ont transformé l'avion en bombe. Mais ce n'est qu'une théorie. Aucun débris, aucune trace de l'avion de sauvetage n'ont été retrouvés. La disparition des sauveteurs partis à la recherche des disparus est devenue la partie la plus terrifiante et inexplicable de toute l'histoire du vol 19. Elle a transformé un accident aérien ordinaire en une légende mystique, donnant naissance à des dizaines de théories des extraterrestres au portail vers une autre dimension. Ce Mariner occupe la 3e place car ce n'est pas seulement un avion, c'est un catalyseur de mythes. Sa mort flamboyante dans le ciel de l'Atlantique est devenue le carburant qui alimente depuis des décennies la flamme de l'un des mystères les plus captivants de notre époque. Il est parti à la recherche de réponses et est devenu lui-même une question. Nous sommes au 2e rang. Et ici nous revenons à une histoire avec laquelle beaucoup pourraient commencer leur top, mais nous la plaçons si haut pour une autre raison. Il s'agit d'une escadrille perdue, mais pas de celle dont tout le monde parle. Juillet 1942. 6 chasseurs P-38 Lightning et 2 bombardiers B-17 volent des États-Unis vers le Royaume-Uni à travers le Groenland. Ils se retrouvent dans une tempête de neige et effectuent un atterrissage d'urgence sur un glacier. Tout l'équipage est sauvé, mais les avions sont laissés à la merci des éléments. Pendant des décennies,
le glacier les a lentement engloutis, les entraînant de plus en plus profondément. En 1992, après des efforts incroyables, l'un de ces avions, un P-38 nommé Glacier Girl, a été extrait d'une profondeur de 80 mètres et restauré pour être à nouveau en état de vol. Cette histoire est une légende. Mais notre deuxième place n'est pas pour elle. Elle est occupée par un autre P-38 de la même escadrille. Un avion nommé Echo, piloté par le lieutenant Robert Wilson. En 2011, une équipe de chercheurs a découvert une anomalie sous le glacier à l'aide d'un géoradar. Mais ce n'est qu'en 2018, en utilisant des drones avec un radar plus avancé, qu'ils ont pu confirmer. C'est Echo. Et il repose à plus de 100 mètres de profondeur. 100 mètres de glace en mouvement compressé. Pour y accéder, l'équipe prévoit d'utiliser de gigantesques plaques chauffantes pour faire fondre un puits dans le glacier, puis créer une grotte autour de l'avion pour le démonter et le remonter à la surface par morceaux. Pourquoi cette histoire est-elle au deuxième rang, même au-dessus de la déjà sauvée Glacier Girl, parce qu'elle change l'échelle? Glacier Girl était un miracle, un cas unique. La découverte d'Echo prouve que ce n'est pas un accident, mais un système. Sous les glaces du Groenland repose tout un cimetière d'avions, une escadrille fantôme. Et chaque nouvelle découverte sera de plus en plus difficile et coûteuse que la précédente, car le glacier continue de bouger et d'enterrer ses trésors de plus en plus profondément. Echo n'est pas seulement un avion. C'est un défi, une question que les chercheurs posent à la nature, pourrons-nous tous les ramener? C'est la promesse que l'histoire de l'escadrille perdue est encore loin d'être terminée. Et ses chapitres les plus incroyables sont toujours cachés sous des kilomètres de glace. Et nous voilà au sommet. Première place. Une histoire qui est devenue le symbole de l'impossible. L'essence de la persévérance, de l'ingénierie géniale et de la volonté indéfectible. C'est une histoire qui a prouvé qu'on peut même inverser le temps et la glace. C'est l'histoire de la fille du glacier Glacier Girl. Nous revenons à cette même escadrille perdue de 1942, mais nous allons la voir sous un autre angle. Après que les avions ont été abandonnés, ils ont été oubliés pendant presque 40 ans. Mais dans les années 1980, deux passionnés d'aviation, Pat Epps et Richard Taylor, ont décidé que ce n'était pas juste. Ils ont fondé la Greenland Expedition Society avec un objectif fou, au premier abord, retrouver et récupérer les avions. Pendant 10 ans, ils ont organisé des expéditions, dépensé des millions de dollars, exploré le glacier avec des radars. Et en 1988, ils l'ont trouvé, un des P-38. Mais il y avait un problème. En un demi-siècle, le glacier n'avait pas seulement recouvert l'avion de neige. Il l'avait enterré sous 82 mètres de glace compressée. 82 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 27 étages. Comment sortir un fragile avion en aluminium de cette profondeur sans l'endommager? Toute tentative de simplement le déterrer aurait conduit à un effondrement. Alors, l'équipe a eu une idée géniale. Ils ont créé un dispositif appelé Super Dragline. C'était une gigantesque capsule thermique qui, à l'aide d'eau chaude, faisait fondre dans la glace un puits parfaitement lisse d'1,50 m de diamètre. Lorsque la dragline a atteint l'avion, les gens descendaient dans ce tube glacé comme dans un puits vers un autre monde. En bas, dans la grotte de glace à température négative, ils démontaient l'avion par morceaux utilisant de l'eau chaude pour libérer chaque pièce de son emprisonnement glacé. Le 1er août 1992, après plusieurs mois de travail infernal, le dernier fragment de la fille du glacier a été remonté à la surface, mais ce n'était que la moitié du chemin. L'avion a été transporté au Kentucky où une équipe de restaurateurs dirigée par Bob Cardin a passé encore 10 ans à le restaurer. Ils ont cherché des pièces d'origine à travers le monde, recréant des plans perdus. C'était de l'archéologie et de l'ingénierie dans un même flacon. Et le 26 octobre 2002, 60 ans après qu'elle se soit gelée dans les glaces, Glacier Girl a de nouveau pris son envol. Cette histoire occupe la première place car ce n'est pas seulement une découverte, c'est une résurrection, un triomphe absolu de l'esprit humain sur le temps et les éléments, une preuve qu'il n'y a rien d'impossible pour une véritable obsession. La fille du glacier n'est pas seulement un avion, c'est un monument à un rêve qui a refusé de geler. Et comment peut-on dire que le passé est mort quand il attend encore son heure pour s'envoler à nouveau? Et dans le ciel, un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, vos likes et vos abonnements sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.